Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Dragon Mag. C'est une semaine de reprise pour Metz Handball. Après une longue trêve internationale, les Dragons se sont retrouvés à l'entraînement afin de préparer la sortie de ce vendredi pour défier la Stella Saint-Maur, mais aussi pour préparer les grosses échéances qui approchent à grands pas. Et justement, à l'approche de ces échéances, il y a un homme de l'ombre qui va jouer un rôle qui pourrait être important. Nous avons choisi de le mettre dans la lumière aujourd'hui. C'est Edgar Leden. On va pouvoir expliquer un petit peu ce que tu fais au quotidien, parce que ce job d'analyse vidéo, il n'y en a pas 500 en France, vous êtes très peu nombreux. Oui, notamment dans le championnat français, il y en a quand même très peu. Donc voilà, c'est un métier qui se développe et qui j'espère, dans les années futures, va continuer à se développer et aller dans ce sens-là. En tout cas, on va en parler avec nos chroniqueurs du jour également, à commencer par Rémi Alésine de l'Ami Hebdo. Salut à tous. En forme, Rémi? Ouais, en forme. On va débriefer l'émission vidéo après, puisqu'on a un analyste. Ah bah oui, on n'est pas trop de bêtises. Pourquoi pas, on va séquencer un petit peu tout ça, etc. Voilà. Et à tes côtés, un homme qui est désormais centenaire, Thibaut Pigeon, qui a fait son 100e match en tant que speaker aux arènes de Metz il n'y a pas très longtemps. Comment ça se passe? Pas trop de rhumatisme? Salut Mathieu, salut à tous. 100e match en Ligue Butagaz Énergie. Ouais. 100e match en Ligue Butagaz Énergie. C'est beau. C'est beau, j'en suis plutôt fier et surtout, comme tu le disais aussi, pourvu que ça dure. Et sur ces 100 matchs, j'attends le compte précis, tu dois me le fournir à un moment donné, mais il y a au minimum 90 victoires, et ça c'est quelque chose dont on se lasse pas, le sentiment de la victoire aux arènes, mais en tout cas pour voir plus de victoires, il faut passer par la première mi-temps, c'est parti. Et dans cette première mi-temps, je vous propose de commencer par l'actualité des Bleus. Et oui, il y en a encore un tout petit peu de la trêve internationale. Le dernier match de la trêve, eh bien, c'était une réception de la Roumanie, un match amical, un peu plus relevé que ce qui avait été vu face à l'Italie ou encore la Lettonie. Les Bleus ont fait le break en première mi-temps et le spectacle également, avant de faiblir mais de s'imposer de 2 tout petits buts. Thibaut, qu'est-ce que tu as pensé de cette performance de l'équipe de France ? Que l'essentiel avait été fait bien sûr pour les qualifs de l'Euro contre l'Italie et contre la Lettonie avec de gros écarts, ce qui prouve encore une fois que cette équipe montre tout le sérieux qu'elle doit montrer, dont elle doit faire preuve. La Roumanie, je pense qu'on a vu aussi un petit peu que c'était un match amical. Il y avait peut-être une petite décompression aussi due au fait que ça soit la fin de cette semaine qui a sûrement été intense, cette semaine internationale. L'essentiel est là quand même, avec une victoire, une très belle ambiance à Clermont-Ferrand, je crois, pour la Roumanie. Un écart de 4 buts à la mi-temps qui serait dû à 2, mais encore une fois, voilà, y a pas retenir la victoire. Je pense que c'est essentiel sur cette rencontre-là. Et la France qui termine aussi en infériorité numérique et qui réussit malgré tout à arracher des points. Edgar, tu arrives à regarder des matchs comme ceux de l'équipe de France, par exemple, sans avoir trop ton œil d'analyste? T'as pas envie de tout couper, de tout séquencer? Ouais, des fois c'est difficile justement de sortir de ce travail et de juste regarder le match pour prendre plaisir. Là, moi, ce que je peux dire sur ce match-là, c'est que la France, certes, en défense, a été un peu plus fragile, notamment sur le pivot. Ce qui est d'habitude une force de l'équipe. Voilà, c'est ça. En attaque, il y a certaines joueuses qui sont d'habitude plus efficaces, qui ont été un peu moins, mais voilà, l'essentiel pour moi, c'est la victoire et justement qu'elle continue cette dynamique positive en vue de la préparation des Jeux. Alors de l'aveu même d'Olivier Crumbos, les joueuses étaient un petit peu rincées au bout de ces 2 semaines de stage et de préparation olympique également, mais il y a une joueuse qui avait pas envie de chercher d'excuses, vous vous en doutez, c'est Chloé Valentini. On va voir tout de suite ce qu'elle a déclaré après la rencontre. Je n'ai pas envie de parler de fatigue, on n'a pas joué de la semaine alors que dans nos clubs on joue tous les 3 jours. Ça peut être un rappel, un avertissement, il faut garder en tête que l'on peut toujours perdre si on ne reste pas méfiante. Rémi, qu'est-ce que tu penses de la grinta de la capitaine de Metz Handball? Moi, j'aime toujours les constats qu'elle fait parce que, aussi sévère que nous, en tant qu'observateurs, on puisse être, Chloé Valentini réussit toujours à être plus sévère que nous. Et ça veut dire qu'on est souvent dans le vrai. Donc, moi, j'aime bien cette âme de compétitrice. C'est vrai que cette équipe de France m'a pas impressionné durant cette trêve, mais est-ce que le but était d'impressionner? Elle avait été impressionnante contre la Slovénie lors de l'intermède précédent, oui, où on a vraiment senti une équipe championne du monde qui n'avait laissé aucun partage à une équipe de Slovénie qui est quand même loin d'être la Lettonie ou l'Italie. Voilà, pour prendre l'exemple de ces équipes qu'on ne peut pas comparer avec l'équipe de France. L'équipe de Roumanie, on peut la comparer. Moi, je regrette qu'on sorte peut-être de cet intermède international avec pas plus de certitude par rapport à ce qu'on avait avant. Alors, est-ce que cette équipe de France a besoin de certitude dès l'instant où elle est championne du monde, qu'elle est l'une des nations favorites pour les Jeux Olympiques? Mais je trouve que, par exemple, on n'est pas fixé encore sur le poste de 3e gardienne. Et j'aurais préféré peut-être qu'on soit moins regardant sur le résultat du match et qu'on laisse plus de temps de jeu à Florian André, par exemple.
qui a joué. Elle a joué un petit peu, puis elle est sortie au profit de Laura Klose. Voilà, pour peut-être gagner en certitude sur le poste de troisième gardienne. Parce qu'on a vu finalement des joueuses qui sont déjà confirmées en équipe de France. On a vu des belles performances de Laura Philippe, d'Orlan Canor. On le sait. On sait qu'elles seront au rendez-vous de Paris 2024. On sait quelle importance elles peuvent avoir dans un match pareil. Donc voilà, félicitons-nous aussi que les joueuses reviennent sans pépin physique à Metz Handball. C'est peut-être le plus important. Et on va vite oublier, à mon avis, cette trêve-là. Ouais, tu parles du fait d'avoir eu le retour des cadres aussi dans le jeu. C'est un choix assumé d'Olivier Crumbles qui a dit justement qu'il voulait aussi verrouiller la victoire, garder l'invincibilité pour avoir cette dynamique aussi en vue de la suite de la saison. Mais effectivement, il y a aussi tout un groupe à mettre en avant et ça peut prendre un peu de temps. Edgar, toi qui côtoies les internationales au quotidien, pas seulement les françaises d'ailleurs, elles ont toutes eu des programmes un petit peu différents. On avait parlé du programme de l'Allemagne qui était énorme avec 6 matchs à disputer en 2 semaines. Alina Grichels avait d'ailleurs fait les frais d'une petite blessure avant de pouvoir reprendre. Comment tu les as retrouvés à l'entraînement cette semaine? Alors, déjà, selon quand elles ont joué leur dernier match, il y en a certaines qui sont arrivées lundi, d'autres mardi. Globalement, moi, je les sens en forme. Mia, qui avait eu une semaine de moins de sélection, qui est venue il y a déjà une semaine. Donc, non, globalement, c'est encourageant pour la fin de saison. Bon, si elles ont encore de l'énergie, c'est bien, parce qu'il va falloir en garder de la forme. Le programme de fin de saison est dantesque, on va en parler en deuxième partie d'émission. Mais la finalité, on la connaît, ce sont les Jeux Olympiques. Et cette semaine a eu lieu le tirage au sort de la compétition. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai un petit peu hâte. Regardez plutôt ce qui attend les Françaises, les 3 solides Norvège, Suède et Danemark sont dans le groupe opposé, dans le groupe A, en compagnie de l'Allemagne d'Alina Grichels et de la Slovénie d'Anna Gross, ainsi que l'outsider, la Corée du Sud, un 22e au dernier mondial. Et avant de parler du groupe B, effectivement, de l'équipe de France, Thibaut, qu'est-ce qu'on peut penser de ce groupe A? C'est un véritable groupe de la mort que la France esquive là. C'est même le groupe de la mort du groupe de la mort. C'est vraiment ça va être incroyable à regarder même, hein, parce que là ça va se tirer la bourre. De grosses équipes entre bien sûr la Norvège, le Danemark qu'on suivra notamment pour nos Danoises, même si saison prochaine on n'en aura plus qu'une sur les 3. La Suède aussi qui est la Suède, la Slovénie, c'est un groupe très très dense, que des belles affiches en perspective, on va se régaler. Et donc dans le groupe B, la France est dans une situation un tout petit peu plus confortable. Et il y a les Pays-Bas, 5e du dernier mondial. On se souvient qu'elles étaient championnes en 2019, mais ça commence à dater un tout petit peu. Le Brésil, la Hongrie, c'est le bas du top 10 mondial. Et l'Espagne, l'Angola, c'est top 15. Rémi, ce groupe, il est un petit peu plus abordable, mais il faudra prendre personne de haut. Clairement, l'objectif, c'est pas de finir premier de ce groupe, c'est de faire une médaille d'or. Voilà, donc on sait qu'à un moment donné, on croisera les équipes de l'autre groupe. Il a été assez marrant d'observer que dans cette compétition où le pays hôte choisit sa poule, le comportement d'Olivier Crumbles qui a été d'éviter absolument ce groupe de la mort, et on peut le comprendre, et le comportement de Guillaume Gilles, la section masculine qui a voulu France-Danemark. Voilà. Ouais. Alors, France-Danemark et les autres équipes sont moins compétitives. C'est vrai que le contexte féminin fait que tu n'as pas que la Norvège. Oui. Tu dois aussi te taper la Suède, l'Allemagne. Enfin voilà, il est très compliqué. C'est vraiment un groupe de la mort. Mais je pense que l'expérience du dernier mondial où l'équipe de France féminine n'a pas forcément convaincu sur les tout premiers matchs va être très bénéfique parce que on sait que ça peut aller très vite, qu'il faut regarder personne de haut et que pour être souverain dans les Jeux Olympiques que tu disputes en plus à domicile, il faudra se montrer très humble face à toutes ces sélections-là et monter en puissance jusqu'à se préparer à affronter ce qui se fait de mieux en handball. On sait qu'il y a 3 nations qui risquent de se disputer les 3 médailles, hein, le Danemark, la Norvège et la France. On sait pas, enfin c'est mon avis, on sait pas dans n'importe quel ordre, mais à mon avis ça va se distribuer entre ces nations-là. On prend le tiercé, on fera le point après les Jeux. On est content que, enfin on a hâte quoi. Je crois que c'est toi ou Thibaut qui disait on a hâte d'y être. Ouais. Franchement, on sait qu'il reste une Ligue des Champions, un titre à conquérir pour Metz Handball, une Coupe de France, mais ces JO ils font envie plus que n'importe quoi en fait. Ça ne fait pas rêver que les sportifs, les Jeux Olympiques en France. En tout cas, je vous donne le programme précis des Bleus. Sortez l'agenda. Le 25 juillet, ça commencera avec un Hongrie-France. Le 28 juillet, France-Pays-Bas. Le 30 juillet, France-Brésil. Le 1er août, Angola-France. Le 3 août, Espagne-France. Le tout, ce sera depuis l'Arena Paris Sud 6. Et en cas de qualification, les quarts de finale auront lieu le 6 août, les demi-finales le 8 et la finale le 10. Cette fois, ce sera à Villeneuve-d'Ascq, au stade Pierre-Mauroy. Les gars, qu'est-ce que tu penses des chances françaises avec ce tirage et ce programme aussi des Jeux Olympiques? Déjà, cette chance de pouvoir choisir son groupe, il est immense. C'est sûr que l'équipe de France va être plus à l'aise
dans un début de compétition. Maintenant, on peut se rappeler qu'au championnat du monde, ils ont eu du mal au premier match quand même. Ouais. Et que là, on tombe directement sur la Hongrie et les Pays-Bas d'entrée. Donc en soi, la préparation, va pas falloir trop la gérer non plus parce que ça commence quand même avec 2 matchs importants d'entrée, quoi. Thibaut, il y a un sujet qui a un petit peu crispé à un moment donné, c'est la décentralisation des matchs de l'équipe de France, le fait que les équipes ne soient pas au village olympique tout le long et doivent partir jusqu'à Lille. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? On a déjà vu beaucoup de compétitions finalement se jouer au stade Pierre-Mauroy. Je repense à un Euro de basket, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est vrai que pour les Jeux Olympiques, on aurait, pour les sportifs notamment, eu envie d'être tous au même endroit. Ça peut se comprendre, je pense que les 2 points de vue peuvent se comprendre. C'est vrai qu'effectivement, pouvoir rester au village olympique sur toute la durée de la compétition, c'est ça amène, je pense, pour les sportifs aussi un petit peu de la magie des jeux, la magie des jeux qui quelque part est un petit peu mise entre parenthèses le temps de partir à Lille. Après, voilà, ça va être pareil pour le foot, ça va être pareil. Ça permet également de donner de la visibilité aux autres villes que notre capitale. Effectivement, tu le disais, Stade Pierre-Mauroy qui a déjà accueilli des grandes compétitions. C'est pour ça que je disais que les 2 points de vue se respectent, parce que encore une fois, ça va permettre aussi plus facilement aux gens qui habitent le Nord de pouvoir aller voir cette compétition-là. Voilà, pour moi, ça me va tout aussi bien que ça soit à Paris ou Lille, sachant que l'ambiance sera, quoi qu'il arrive, au rendez-vous. On pouvait prendre ça comme un caprice. Moi, je l'ai pris au départ comme ça. Je me suis dit, mais la fête, elle sera tout aussi belle à Lille. Les basketteurs avaient fait la même réflexion aussi, ils étaient un peu déçus d'aller à Lille. Et là, je fais pour mon magazine tous les mois un focus avec des gens qui ont vécu les Jeux Olympiques, des athlètes. Et chaque athlète me dit, le premier souvenir, c'est le village olympique. Il faut comprendre que pour un athlète, alors les Jeux Olympiques, c'est une expérience formidable, mais le village olympique, la vie dans ce village-là, croisée, pour certains, ça a été Kobe Bryant, à certaines éditions, pour d'autres, ça a été Usain Bolt. Que tous les athlètes du monde soient au même endroit, au même moment, c'est quelque chose pour les sportifs. Alors, petit à petit, j'ai évolué, je comprends cette frustration. Malgré tout, pour le public et pour les Français, que cette fête soit partagée aussi dans des salles comme à Lille, ce qui est le cas du handball, c'est formidable, et je suis persuadé que s'il y a médaille, elle sera pas gâchée en aucune mesure parce que c'est pas à Paris. Voilà, on le voit très bien en Moselle, les Jeux Olympiques n'ont pas commencé, que ça résonne déjà sur nos territoires. Donc voilà, en tant que public et observateur, en tout cas, ça ne nous dérange pas, mais on peut comprendre que pour les athlètes, ça a une signification que ça se déroule ailleurs qu'au village olympique. Ça enlève un peu de magie. Ouais, pour eux, ouais. Mais en cas de médaille, la fête sera belle, quoi qu'il en soit. Le programme du handball débutera une journée avant la cérémonie d'ouverture, soit dans 97 jours. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler. On aura aussi l'occasion de reparler du tirage de l'Euro, mais il est un petit peu plus loin, donc on se le garde sous le coude. Pour finir cette partie d'émission, je souhaite partager avec vous une initiative solidaire, celle de Camille Depuiset, qui, en tant que marraine de l'association Grandir Ailleurs, organisait une collecte de matériel sportif usagé samedi dernier. Regardez plutôt. En ce samedi ensoleillé, il y avait une petite émulsion à la recyclerie du sport de Lorraine. La structure qui a pour mission la récupération, la réhabilitation et la vente à petit prix de matériel sportif organisait pour la première fois une collaboration avec une sportive professionnelle, la gardienne de but de Metz Handball, Camille Depuiset. Une démarche nouvelle pour Laure Alzin, gérante de la recyclerie. C'est la première fois et pour le moment, c'est plutôt un succès. Enfin, on est content de l'opération. Elle nous a proposé en tout cas de faire une action pour sensibiliser à l'association qu'elle défend et aussi de collecter du matériel pour cet assaut. Et on a accepté avec grand plaisir parce que ça, en tout cas, l'asso partage les valeurs que nous, on défend aussi. Donc, on a décidé de s'associer et de faire un événement en commun. L'association bénéficiaire Grandir Ailleurs utilisera ses dons pour aider la population de Madagascar et plus précisément de la région d'Antsirabe, qui est particulièrement défavorisée, à accéder à la pratique sportive dans une démarche d'inclusion. Pour la joueuse, marraine de l'association, il était évident de mettre sa notoriété sportive au service d'une bonne cause. Je pars toujours du principe que si on peut aider, il faut le faire et que si notre petite notoriété, du moins, peut aider aussi, autant s'en servir. Et c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont répondu présent, qui sont venus apporter ce qu'ils peuvent. Et pour moi, un don, c'est un don, que ce soit 1 euro, 100 euros, une chaussure, un équipement entier. C'est le geste aussi qui est important. Donc, ça fait plaisir en tout cas d'avoir une journée sous le signe de la bienveillance et du partage pour aider un petit peu à faire en sorte que le monde avance. Parmi les donateurs, des coéquipières tout d'abord, mais surtout tout type de profils prêts à se séparer de matériel parfois en excellent état pour aider la cause.
Tout ce qui est vêtements, chaussures, ballons, équipements sportifs, vraiment tout ce qui peut servir à développer le sport pour après faire partir tout ça à Madagascar, dans la région d'Antsirabe et aider justement la population là-bas un peu en difficulté et les jeunes à avoir une meilleure inclusion à travers le sport. Si cette collecte était ciblée sur une journée, les dons sont toujours possibles auprès de la recyclerie du sport au centre AFPA de Metz. Et pour en savoir plus sur Grandir ailleurs et les actions qui sont menées, je vous invite à jeter un œil au Dragon Mag du 8 mars, au cours duquel Camille avait pu détailler son engagement de marraine. En attendant, je vais clore cette partie d'émission. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour parler de la fin de saison des Dragons ou encore du job qui peut paraître un petit peu mystérieux de notre invité du jour, l'analyse vidéo. Ne quittez pas, on revient. Et nous sommes de retour sur le plateau de Dragon Mag, toujours avec notre invité du jour, Edgar Leden, l'analyste vidéo de Metz Handball, et nos chroniqueurs Rémi Alézine et Thibaut Pigeon. Comme promis, nous allons évoquer la fin de saison de Metz Handball dont la dernière ligne droite démarre tout simplement aujourd'hui, c'est la deuxième mi-temps. Et ce soir, Metz Handball retrouve enfin la Ligue Butagaz Énergie avec la 21e journée et un déplacement à Saint-Maur pour défier la Stella. On va se remettre dans le bain tout de suite avec le classement. La Stella Saint-Maur a longtemps semblé décrocher dans ce championnat, mais a su reprendre des couleurs avec une victoire et un nul en février respectivement face à Saint-Amand et Chambray. Et enfin, une victoire juste avant la trêve face à Mérignac. Les étoiles restent malgré tout dans la zone rouge. Ça va pas forcément être simple sur la fin de saison. De leur côté, les Messines sont toujours en deuxième position alors que Brest reste invaincu en première place. Est-ce que ça va durer? On le saura assez vite, mais on va en reparler. Edgar, sans nous parler des secrets de fabrication, à quel genre de match est-ce que tu t'attends face à la Stella? Un match pas facile du tout parce que les deux équipes ont des choses à jouer. Donc la Stella, chaque match devient important vu qu'elles sont pas loin non plus des concurrents directs. Donc voilà, chaque match, notamment à domicile, va être important à gagner pour elles. Alors que pour nous, on court après Brest et pour se permettre d'avoir la possibilité d'aller là-bas pour renverser la tendance, on est obligé de gagner ce match et c'est très important pour les deux équipes, je pense. Rémi, la Stella, c'est une équipe qui a peu d'armes finalement pour rivaliser avec Metz, mais c'est souvent comme ça que ça complique les choses, parce qu'on ne sait pas d'où va forcément venir le danger. Alors il y a bien Mathilde Peloton qui est meilleure buteuse de l'équipe avec 134 réalisations. Elle est deuxième du championnat derrière Nelly Antonissen de Mérignac et devant Sarah Bouktit, Christina Jorgensen et Chloé Valentini. Qu'est-ce que tu penses du rapport de force? Sur le papier, on a du mal à voir la menace. Il faut quand même être honnête. On est face à devant deux équipes qui évoluent dans deux univers complètement différents. Pour autant, Metz Handball, sans tomber complètement dans les pièges, puisqu'il a toujours remporté ses derniers matchs, c'est parfois emmêler un peu les crayons. Et on regarde devant la Stella, c'est Arenheim qui avait su aussi profiter de la fête du handball qu'il s'était créé, je pense, pour surperformer et inquiéter Metz Handball en début de match. On sera certainement sur une très belle fête à Saint-Maur, mais pas dans les dimensions qu'avait su organiser le club alsacien. Donc, il est vrai qu'il faut toujours se méfier. Pour autant, est-ce que j'ai peur? Est-ce que je vois ce match comme un obstacle? Clairement pas. Voilà. Clairement, je pense que les Dragons vont faire le job. Est-ce qu'elles vont être souveraines? J'aimerais bien qu'elles le soient du début à la fin du match. Moi, c'est là-dessus que je l'attends, parce que les derniers matchs de championnat, Metz Handball n'a pas été souverain sur les 60 minutes de la rencontre. Il y a toujours eu un instant, et notamment en début de match ou en début de seconde période, où ça a été plus compliqué. Donc là, j'aimerais voir un match où les Dragons, alors j'aime pas ce terme, mais marchent sur un adversaire qui leur est largement inférieur tout au long de la rencontre, et qu'on ait vraiment le profil de cette équipe qui va avoir des échéances ultra importantes dans les semaines qui viennent. Thibaut, Rémi parle de ces fameuses entames de match. Metz Handball a su peut-être un petit peu contrer la dynamique avec le match à Brest en Coupe de France juste avant la trêve, avec une entame de match pour le coup canon qui contrastait avec les démarrages contre Dijon, contre Strasbourg, contre Nantes même. C'est quelque chose que tu vois changer là pour Metz Handball, ou est-ce qu'il va falloir quand même continuer à se méfier des premières mi-temps? Je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Rémi. Après, le début de match, on s'aperçoit aussi que ça peut être un indicateur, mais oui et non, parce que si on se rappelle justement du match aller perdu contre Brest aux arènes, c'est Metz Handball qui était parti très très fort dans le match, qui avait compté, je crois, 5 ou 6 buts d'avance, et on a vu le résultat final.
Après, je suis d'accord aussi sur le fait que, effectivement, sur un match cette saison, il y a quelquefois des petits trous d'air. C'est là-dessus, je pense qu'il va falloir, c'est ce qui va devoir peut-être changer, être amélioré. Comme Rémi, je suis pas forcément inquiet non plus de ce déplacement à la Stella, même si, comme le disait Edgar, il y a ces matchs qui peuvent être des matchs pièges. On se rappelle aussi du match, je crois que c'était à Toulon, où on a gagné à la dernière seconde d'un but, alors que Toulon était dans les bas-fonds du classement. Donc ça reste un match à jouer, et comme tous les matchs, il va falloir le jouer pour le gagner. En tout cas, il faut impérativement reprendre le cours de cette saison de la bonne manière parce que ce match de reprise va conditionner la suite avec un programme assez énorme. On va le regarder tout de suite. Il faudra aller le 28 avril du côté du CSM Bucarest avant de recevoir le CSM Bucarest. C'est le conditionnement pour la Ligue des Champions, le quart de finale. Ensuite, le 8 mai, il faudra se déplacer à Brest. C'est une véritable finale de championnat avant l'heure, avant même, puisqu'il n'y a plus de finale de toute façon. Le 12 mai, réception de Chambray. Le 15 mai, la réception de Besançon. Le 18 mai, ce sera la finale de Coupe de France contre Dijon, une première finale pour Metz Handball à proprement parler. Le 22 mai, il faut se déplacer à Paris 92, qui n'est pas non plus une équipe facile à négocier. Et le 25 mai, ce sera le dernier match à domicile de la saison. Ce sera la réception de Plantcuq. Vous remarquerez que je n'ai pas du tout indiqué de date de Final Four ou quoi que ce soit. On est plutôt superstitieux ici, puisqu'il y a ces fameux matchs contre le CSM à négocier. On a déjà par le passé fait preuve un petit peu d'anticipation. Ça nous a joué des tours, on va pas y retourner. Thibaut, 4 matchs à l'extérieur, 4 matchs à domicile, finalement, ça peut conditionner la réussite ou l'échec total d'une saison là en quelques semaines. C'est assez cruel quand même d'avoir un calendrier comme celui-ci qui peut tout changer d'un coup à l'autre. Tout se joue sur ce mois de mai, effectivement. Effectivement aussi, ça peut s'avérer cruel parce que Metz Handball a réalisé une première partie de saison avec des champions exceptionnels en terminant premier d'un groupe, du groupe de la mort. Où il y avait dedans 3 des demi-finalistes de l'édition précédente, et finalement on se rend compte que malgré le fait qu'on se qualifie directement pour le quart de finale, on rencontre quand même cette équipe du CSM Bucarest qui va être redoutable. Ça va être très compliqué, cette double confrontation, et effectivement, il faut se mettre en tête que en cas d'élimination, ça peut, pourquoi pas, après être compliqué pour les échéances qui suivent et qui seront importantes, notamment cette finale à Brest, à condition bien sûr de gagner l'ensemble des autres matchs de la saison, et puis la finale de la Coupe de France aussi, pour aller en chercher une 12e. Donc un mois de tous les dangers, superstitieux oui, mais optimiste aussi, tu me connais. Optimiste quand même, ouais. C'est le petit pull rose qui fait ça, c'est ça. Ça donne de l'optimisme à tout le monde. Edgar, c'est ta première saison à Metz Handball, tu découvres aussi cette exigence avec une équipe qui veut jouer tous les championnats à fond et aller chercher tous les trophées. Tu sens que ça commence à monter là un petit peu en interne? Ouais, c'est de la rigueur de tous les instants, et là notamment si on veut encore un petit peu découper en période ce dernier mois, il y a vraiment déjà les 4 prochains matchs là, donc en moins d'un mois, donc Stella, les 2 matchs contre CSM et Brest qui vont être primordiaux. Et après, il faudra, selon les résultats, faire le travail sur les derniers matchs. Rémi, on a vu le CSM assez dominateur ces derniers temps, que ce soit pour ses matchs face au Crime Mercator, mais aussi en championnat. C'est une équipe qui arrive à pleine bourse, et peut-être l'équipe dont il faut le plus se méfier dans cette affaire, parce qu'elle peut vraiment faire dérailler la Dynamic Messine si ça se passe mal. Ah oui, c'est une équipe qui a assez d'arguments pour éliminer Metz Handball, là, faut qu'on se le dise. Donc sans vigilance, sans une confrontation aller-retour préparée comme il faut par le préparateur vidéo, sans une implication à 100%, Metz Handball passera pas cette équipe-là. C'est une équipe redoutable. On a beau avoir été premier de ce groupe-là, cette saison, c'est une course de biathlon. C'est-à-dire que les 3 premiers pas de tir, t'as beau être en tête, si à la dernière cible tu rates toutes tes balles, tu gagnes rien. Metz Handball est dans cette situation-là. Forcément, là, pour le moment, Metz Handball est peut-être en tête, a peut-être forcément fait une meilleure impression dans cette Ligue des Champions. Mais regardons le match de barrage. Bucarest a été convaincant à l'aller, Bucarest a été convaincant au retour, et arrive avec l'intention de disputer un Final Four. Voilà, c'est une équipe qui a l'habitude de ces rendez-vous. Ce sont des joueuses qu'on connaît par cœur, des internationales françaises, des championnes du monde, des ex-Messine. Donc futur Messine aussi. Évidemment, mais peut-être par rapport à l'année passée où parlons même pas du match retour. Avant le match aller, on sentait que Metz Handball était peut-être la marche du dessus par rapport au FTC Budapest. Je n'ai pas le sentiment là aujourd'hui. J'ai le sentiment que ce sont des équipes qui se valent. C'est du 50-50. Peut-être
60-40 parce que le plus gros avantage de Metz Handball est de recevoir dans ces arènes pour le match retour. Voilà, il est là pour moi le principal argument et d'avoir des joueuses qui n'ont pas à avoir peur non plus de celle de Bucarest. Donc là, on est vraiment sur une confrontation qui nous donne envie et un match qui est loin d'être gagné. Donc voilà, on est très excités, mais on a évidemment très peur. En tout cas, le match retour contre le CM Bucarest arrive à grands pas et on compte sur des arènes pleines pour que notre ami Thibaut puisse bien se casser la voix comme il faut pour emmener tout le monde vers la victoire. En tout cas, pour le moment, c'est l'heure de la préparation et la semaine dernière, je vous emmenais en immersion dans la salle de muscu de Metz Handball avec Nicolas Jarza. Cette semaine, nous allons découvrir ensemble le rôle d'analyse vidéo avec Edgar Leden. C'est l'heure de la conférence de presse. Alors Edgar, on en a parlé un tout petit peu en début d'émission, il n'y en a pas beaucoup des analyses vidéo dans le handball féminin français aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se retrouve analyse vidéo de Metz Handball? C'est un parcours fait d'imprévus, j'imagine. Ouais, bah déjà après mon bac, du coup, je me suis lancé dans une licence TAPS où bah je savais que je voulais travailler dans le sport de haut niveau, mais je savais pas trop dans quelle branche. Et c'est au fur et à mesure j'ai découvert l'analyse vidéo, notamment en licence 3, et après j'ai réalisé du coup un master en lien avec tout ça. Durant mon master 2, du coup, l'année dernière, j'étais à Besançon. Et à la fin de cette année, j'ai envoyé mes CV un petit peu partout pour trouver du travail. Et Manu m'a rappelé. Donc voilà, je suis forcément très très content d'être ici à l'heure d'aujourd'hui. Alors, si j'ai bien compris, à l'origine, tu es plus un footeux. Ouais. Tu as plus évolué dans ce milieu-là, même à titre personnel. Je crois que tu as joué un petit peu aussi. Ouais. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le handball féminin finalement? Il y avait tout un panel de choix. Ça aurait pu être, je sais pas moi, le basket, rester dans le foot ou autre chose. Ouais, c'est vrai que jusqu'au Master 1, du coup, j'ai travaillé un peu dans le centre de formation du Paris FC. Et pour Master 2, je voulais découvrir autre chose, rester dans le sport collectif. Et je me dis, pour découvrir autre chose, ça serait sympa aussi de passer un peu chez les femmes. Et au final, à Besançon, j'ai adoré ça et j'ai essayé de rester là-dedans, quoi. En tout cas, Metz Handball, c'est un poste qui est tout nouveau. C'est un petit peu le changement de cette saison. Et j'ai pu poser la question à Emmanuel Mayunat pour savoir bien qu'est-ce que ça avait apporté de nouveau. On l'écoute. Ça a changé beaucoup de choses. D'abord, c'est vrai que depuis quelques saisons, entendu par notre président, on a la volonté forte en interne de permettre aux filles de disposer au quotidien des meilleures conditions de travail possibles. C'est pour ça que parfois on est regardant sur le vestiaire, sur la salle vidéo, et l'arrivée d'Edgar, comme celle de Nicolas quelques années auparavant, nous permet de professionnaliser un petit peu plus l'ensemble et de permettre aux filles d'avoir des retours plus précis sur la séance qu'on vient de vivre, etc. Parfois, je suis au sifflet, je vois une situation d'un côté, je vois pas ce qui se passe de l'autre. Edgar, eu égard de sa compétence, permet de filmer, de séquencer, etc. Et à chacune de venir voir l'écran sur lequel travaille Edgar et de pouvoir faire des feedbacks de meilleure qualité, puisque parfois les images parlent mieux que les mots que je pourrais utiliser moi. On vient de vivre une fin de séance maintenant où Chloé demande à Nicolas, le préparateur physique, une explication sur un fait de jeu et sur une organisation motrice, etc. Voilà, ça fait 10 minutes qu'ils sont en train de parler et Edgar est en train de montrer les images de l'entraînement. Et il a la capacité à fournir les images de façon quasi instantanée. C'est-à-dire que Chloé là, l'a alerté sur une séquence, un nom d'enclenchement, un moment dans la situation, et l'entraînement, et il l'a trouvé très très rapidement. Donc voilà, ça amène quand même beaucoup plus de sérieux, de discipline et d'exigence aussi, parce que voilà, je peux choper n'importe qui, n'importe quand sur un fait de jeu, quelque chose qui a été bien fait, mal fait, etc. Et c'est clairement Edgar qui nous permet tout ça. Alors Edgar, j'étais passé à l'entraînement en tout début de saison. À l'époque, tu faisais un petit peu ton travail dans ton coin, il n'y avait pas beaucoup d'interactions. Ouais. J'y suis revenu cette semaine. On sent que ton boulot s'est finalement très bien intégré à Metz Handball. On voit Manu te demander des séquences, on voit les joueuses t'interroger sur des plans particuliers pour analyser ce qu'elles ont pu faire, etc. Est-ce que tu as senti vraiment l'évolution dans ton poste d'analyste? Ouais, bien sûr. Comme vous le disiez, voilà, les filles n'étaient pas habituées forcément à ça au début de saison, et forcément ça met un petit temps pour qu'elles s'y adaptent. Et franchement, maintenant, voilà, il y a des interactions à tous les entraînements, que ce soit sur des faits de jeu. Des fois, Manu même qui se demande est-ce qu'il essaie de mettre ou pas, et il vient voir la vidéo pour être sûr. Et comme il a dit aussi, voilà, à la fin d'un entraînement, Chloé est venue avec Nicolas pour parler d'une organisation motrice, donc plus biomécanique. Donc voilà, ça a un impact, je pense, sur la préparation du match, mais aussi sur le plan individuel et relationnel.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pluridisciplinaire, puisque on intègre aussi bien le coach, l'analyste, le préparateur physique, c'est un petit peu et la joueuse également. Ça permet un petit peu à tout le monde d'avoir du liant dans cette affaire. Exactement, ouais, voilà, ça permet la relation entre tout le monde et voilà, je pense que l'interaction et le débat permet à chacun d'évoluer. Messieurs, une question pour Edgar. Du coup, moi, Edgar, je t'avais rencontré, je me rappelle très bien, c'était à Étanges-Grande. C'est précis. Juste avant le match amical contre BT Game. Et on était l'un à côté de l'autre, en fait. Hein. Toi, tu avais installé ta petite table avec ton ordinateur. Et là, j'avais vu l'ordinateur. Je savais pas encore qui t'étais, en fait, ce que tu faisais. Et là, j'ai vu l'ordinateur avec des petits autocollants sur toutes les touches. Je me suis dit, ah. Ouais. C'était pour l'anecdote. Du coup, j'imagine que le coach te fait un petit peu des commandes en fonction des adversaires parce que tu analyses aussi en vidéo les équipes adverses. J'imagine que ça varie en fonction des adversaires. Ils te demandent pas forcément toujours la même chose. Comment ça fonctionne en fait au quotidien pour toi? Ouais, je dirais que j'ai 3 tâches principales, notamment du coup sur le travail de l'adversaire, l'analyse, où là il y a vraiment quand même une grille assez identique pour tout le monde, globalement. Et après, il y a des petits ajustements selon l'adversaire, mais globalement, c'est séquencé de la même manière, découpé de la même manière, pour que Manu puisse trier rapidement et trouver ce qu'il a envie rapidement. Après, il y a la partie du coup préparation du match, mais plus à l'entraînement, où là, comme on a vu, il peut y avoir des interactions sur est-ce qu'on a bien joué collectivement cet enclenchement, des choses comme ça, est-ce qu'il y a des petites modifications à faire. Et après, il y a aussi, comme à Étanges-Grande, où là, pendant le match, moi, je travaille également, je filme et je séquence, je découpe en direct pour que, justement, Manu ou même les filles aient accès à ça directement après le match, quoi. Si elles ont quelque chose qu'elles ont envie de revoir tout de suite, et elles y ont accès au plus vite, quoi. Bon, Edgar, moi, j'ai analysé un petit peu ton profil et il y a un problème. Il y a un problème, j'ai mis le doigt dessus, j'ai mené une enquête, elle a été très longue et très compliquée. Edgar, tu es brestois? Eh oui, brestois, mais bon... J'y ai vécu, mais j'ai aucune attache particulière avec le club de Brest, bien évidemment. Non, mais c'est pas justifié, vraiment. Quand j'étais à Brest, j'étais plus axé foot, pour le coup. Oui. Et bien sûr, je suis allé à des matchs du BBH, mais franchement, non, j'ai aucune attache particulière avec le club, quoi. Personne n'est parfait, mais en attendant, il a quand même fait il a fait ce qu'il fallait pour se remettre dans le droit chemin quand même. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. En tout cas, j'ai posé la question à un des principaux intéressés, Emmanuel Mayonnatte, forcément. Il a l'air de vivre ça plutôt bien, regarde. Alors, ça passe. Non, petite blague à part, ça pose zéro souci, c'est assez marrant. Edgar est venu avec nous à Brest pour séquencer le match en direct, bien sûr, et puis ses parents habitaient à 5 minutes de l'hôtel dans lequel on était, donc le soir il faisait des allers-retours, je pense en fonction du menu, hein, je le connais Edgar, hein, si c'est meilleur à la maison il mange là-bas, si c'est meilleur ici il mange là, mais bon voilà, c'est pas dérangeant du tout. Bon, forcément, on sourit, on ne juge personne hein, sur ses origines, loin de nous l'idée. Rémi, est-ce que tu as une question pour rattraper un peu cette séquence blague? Ouais, on voit, tu es le symbole de la professionnalisation vraiment de ce qu'est devenu Metz Handball. Il y a encore 10-15 ans, même le préparateur physique, c'était quelqu'un qui était là à mi-temps, c'était pas un salarié plein du club, et maintenant, et il y a toujours eu de la vidéo de toute façon à Metz Handball, mais simplement, il n'y avait pas quelqu'un qui était dédié à ne faire que ça. Donc, Manu Mayonnatte s'est toujours appuyé sur la vidéo pour analyser l'adversaire, notamment, moi j'avais la question sur l'avenir de ton job. On pourrait déjà être surpris qu'il y ait seulement quelqu'un maintenant de l'handball féminin qui vienne faire spécialement de la vidéo. Est-ce que tu observes que c'est quelque chose qui est en expansion, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de retard et que finalement il y a plein de sports, il y a plein de secteurs peut-être qui peuvent encore où ça peut encore croître? Ouais, pour moi, il y a des sports qui sont quand même en avance, comme le rugby notamment. Rugby, foot, c'est quand même pas mal, c'est bien développé dans les dernières années, notamment dans les pays comme l'Angleterre, des choses comme ça, où il y a vraiment beaucoup d'analyse de la performance. Ne serait-ce même dans un club, il y en a potentiellement 4 ou 5 minimum par club, en première ligue par exemple au foot. Donc ouais, ça se développe. Dans le sport féminin, je pense que c'est peut-être un peu plus en retard encore par rapport au sport masculin, notamment parce que les budgets sont pas notamment les mêmes. Mais oui, je pense que c'est quand même en expansion ces dernières années. Voilà, il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup, même aucun analyse vidéo dans le hand féminin. Maintenant, il y en a au moins 3 à ma connaissance. Donc voilà, petit à petit, je pense que ça va se faire et faut juste être patient. Enfin, ça va évoluer.
Après, j'imagine que dans les prochaines années, on va en voir un petit peu plus aussi dans le handball féminin, parce que généralement, quand Metz Handball ou Brest Handball font quelque chose, les autres clubs ont tendance à suivre. Il m'a semblé voir passer une annonce pour Dijon notamment, donc je serais pas surpris qu'on en voit quelques-uns en plus la saison prochaine. Edgar, dans le foot notamment, on a vu l'explosion de la data aussi. Quelle est pour toi la prochaine évolution dans le handball féminin après avoir pris des préparateurs physiques à plein temps, après avoir pris des analyses vidéo? Qu'est-ce qui peut venir maintenant continuer à professionnaliser ce sport? Peut-être que les chercheurs, notamment, voilà, ou les statisticiens puissent aussi se pencher un peu plus sur le handball, parce que je pense à des statistiques comme les expected goals, tout ça. Moi, j'ai des connaissances sur les logiciels. Au handball, ça peut faire des sacrés chiffres, les expected goals. C'est ça. Donc, je pense à des statistiques comme ça qui pourraient être adaptées au handball. Et moi, j'ai les bases de certains logiciels, mais je suis pas en capacité de faire évoluer la chose. Donc voilà, on est obligé de se baser sur des statistiques très simples pour l'instant. Et peut-être qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là, quoi. Messieurs, une dernière question pour Edgar. Ouais, simplement, c'est coordonné dans un staff. Il y a l'entraîneur, il y a le préparateur physique, et il y a toi qui t'occupes de la vidéo. Quels sont les temps en commun que vous avez? Est-ce que tu travailles vraiment dans ton coin et vous vous concertez après, ou est-ce qu'il y a vraiment une sorte de travail d'équipe au quotidien, ou est-ce que c'est vraiment toi dans ton coin et après vous ajoutez les compétences? Donc au départ, déjà par exemple pour les différents adversaires, on se met d'accord bien en amont sur quel match on va regarder, observer avec Manu, Katia. Et puis donc moi je fais mon travail, et une fois que par exemple on a tous les matchs qu'on voulait observer d'une équipe, Manu, Katia vont déjà de leur côté faire leur travail, réfléchir aux différentes stratégies. C'est arrivé de temps en temps que si jamais ils ont un doute ou une question qu'ils me demandent aussi. Mais pour le coup, pour l'instant, c'est plus quand même, moi je séquence, je fais mon travail avec la manière que Manu et Katia ont l'habitude de travailler pour que leur faciliter le travail en fait et qu'ils perdent le moins de temps possible. Et après, eux font leur travail plus stratégique, etc. Merci beaucoup Edgar d'avoir été avec nous pour cette émission. On va continuer à surveiller un petit peu ce qui se passe côté Dragon, même stratégiquement. On va peut-être avoir un œil un petit peu plus alerte désormais. Merci messieurs d'avoir été présents également. On se retrouve vendredi prochain à 18h30 pour un nouveau Dragon Mag. À la semaine prochaine.